Bien, les forgerons au Japon, c'est vraiment deux grandes périodes de l'histoire. La période où les forgerons ont atteint probablement le maximum de leur savoir dans l'armement militaire, qu'on peut appeler l'armement militaire, qui est la période Edo. Alors, si vous ne connaissez pas la période Edo, c'est la période qui est du coup... tu l'as de tête? C'est pas 1600 La période qui 1800. découle du coup de la victoire du shogun Tokugawa et du coup de l'imposition du shogunat de 1600 en effet. Oh, jusqu'à 1600, 1800 quelque exactement, chose, jusqu'à la révolution en effet japonaise, donc 1868. Et, oui, c'est ça. Jusqu'à Kenshin le vagabond. Voilà, exactement, jusqu'à Kenshin le vagabond. Maintenant c'est voilà, un manga. c'est exactement ça. Jusqu'à la période de tel manga. Voilà. Du coup, dans cette période qui s'est quand même écoulée durant plus de C'est 2 ça. siècles, hein, exactement. Ouais, Oh, j'étais très bien. Franchement propre, Bien joué. hein, très très propre. Eh bien, c'est là où on a vu naître parmi les plus grands forgerons de légende, déjà parce qu'on avait un peu plus de moyens de commercer, de faire bouger la matière au Japon et de faire bouger l'art des artisans au Japon. Et notamment, il y a deux grands artisans forgerons qui se sont illustrés durant cette période. Le premier, peut-être le plus connu, parce qu'il a même une arme, une épée qui est liée justement à son nom, c'est Nagasone Kotetsu, et le fameux Kotetsu que vous Bien pouvez sûr. eh bien connaître. Ça vient de lui. Il existe encore. Alors, il a vécu entre confondre avec le 1580. Pas confondre avec le Kotetsu. Attention. Un est dangereux, l'autre pas du tout. Il a quand même Complètement vécu 80 ans à cette époque-là, de 1597 à 1678, et quelques-unes de ces armes sont encore conservées dans certains musées. J'ai dû avoir une asset qui s'appelle Kotetsu, voilà, où on peut voir un peu quelques-unes, encore une fois, de ces œuvres katana. Eh bien, disponible en musée, c'est quand même assez intéressant, le patrimoine maintenant aujourd'hui qui est gardé. Et le deuxième qui va nous intéresser peut-être un tout petit peu plus, puisqu'il a inventé tout le style koto dans les forges et on va dire, dans ce qui va être le vivier des forgerons, encore une fois aujourd'hui, c'est-à-dire toute la région eh bien, d'Osaka. Il s'agit de Suishinchi Masahide. Alors lui, il y a quelques références à lui dans One Piece, notamment au niveau de certaines armes type Wazamono, qui sont justement les armes légendaires de One Piece. On en retrouve notamment dans le Pays-Wa et on a je crois qu'on avait j'avais pris quelques photos justement de certains de ces katanas ici, voilà, justement, qui sont encore aussi conservés. Alors lui, il a vécu bien plus récemment, entre 1750 et 1825, et il faisait partie à la fin de l'ère Edo des armes les plus prisées. Et d'ailleurs, durant toute la période de révolution japonaise, lorsque le shogunat et globalement la résistance s'affrontaient les uns les autres, ça faisait partie notamment des armes qui équipaient les grands nobles de l'armée impériale. Le truc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la révolution et un nouveau régime est mis en place et évidemment l'armement était devenu tellement incontrôlable au Japon qu'une loi a été votée pour que seuls les policiers, donc les personnes qui sont normalement représentants de la loi, aient le droit d'avoir un katana porté à leur ceinture, un sabre, quel qu'il soit porté à leur ceinture. Donc tous les ronin, tous les vagabonds, exactement, qui n'avaient plus de maître, n'avaient plus le droit. Les katanas étaient bannis. C'était évidemment une représentation. T'imagines, tu avais une arme à la main, c'était dangereux. Quel pays te permet de te balader avec une arme dans ton sac à main? Ça n'existe pas. Alors. Ça n'existe pas. Alors. Eh bien, sache que le Japon a évidemment interdit ça. Et du coup, il y a toute une catégorie de forgerons qui se sont dit, OK, c'est quoi notre taf maintenant? C'est quoi notre taf? Et du coup, ces derniers ont commencé à réfléchir un peu à ce qu'ils pourraient faire. Évidemment, en période de paix et de prospérité, avec un Japon qui se rouvre et qui rouvre ses frontières, venir le commerce, les bateaux venant d'Europe, venant d'Inde, etc., les épices et tout, ce qui commençait à marcher du tonnerre, c'est la cuisine. Et bien ça tombe bien puisque l'art de faire des couteaux de cuisine n'est pas si éloigné de l'art de faire des katanas, donc ces fameuses lames sabres à un seul côté, très différent évidemment des épées de Clément. Si vous voulez d'ailleurs repeindre un peu tout cela, le manga Kenshin le Vagabond est incroyable pour vous raconter l'histoire du Japon
avant cette période et après cette période. Là, l'extrait qu'on vient de vous passer, c'est justement les extraits de forges de couteaux avec toutes ces forges qui ont commencé à glisser vers la coutellerie de cuisine, avec notamment les mêmes styles de pliure, puisqu'on juge de la qualité d'une lame à son nombre de plis que l'acier va avoir. Plus il y a de plis et plus l'acier normalement est censé être à la fois robuste et pouvoir être tranchant. Voilà, évidemment, plus c'est compliqué et long d'aller replier l'acier, un peu comme de la pâte feuilletée, tu vois, tu peux faire de la pâte feuilletée comme ça, mais ils font de la pâte feuilletée avec de l'acier, ce qui est vraiment extrêmement difficile. Et normalement, vous voyez quelques images ici de certains forgerons de la ville de Sakai, la ville près d'Osaka, qui est maintenant réputée justement pour sa qualité de forge. Ce sont des forgerons qui sont issus de l'ère Edo, parmi les meilleurs forgerons à l'époque de sabre et de katana, et qui aujourd'hui se sont reconvertis dans la coutellerie extrêmement, on va dire, artisanale et bien sûr d'autres qualités, puisque les couteaux au Japon, c'est tout un art pour la cuisine, mais aussi pour la préparation du poisson. La plupart des couteaux sont prévus souvent pour couper un type de poisson précis convenablement afin d'en extraire les meilleures pour le sashimi, pour les sushis. Exactement. On rappelle que comme c'est un pays insulaire, la consommation de poissons et de fruits de mer est plus importante que chez nous. Les lames de Sakai sont maintenant du coup extrêmement réputées partout dans le monde et conservent un rayonnement mondial à partir de l'ère Meiji. Ils ont commencé à exporter la plupart de leur coutellerie dans le monde. Ils ont rencontré d'ailleurs énormément de succès dans la ville de New York où ils ont commencé à se faire connaître partout. Depuis lors, et surtout, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, puisque ça, il y a eu aussi des petits chamboulements, et l'occupation américaine, les Américains, pris un peu d'amour pour ce Japon, tradition pour ce pays, ont voulu quand même posséder des vraies armes d'époque, tu sais, des vrais katanas d'époque. Ainsi, on a commencé à réouvrir tout de même et à réautoriser certains forgerons à forger des lames, à forger des katanas modernes d'aujourd'hui. Alors, pour pouvoir le faire, il faut absolument disposer d'une licence officielle. Il faut que les katanas, d'ailleurs, soient certifiés, qu'on connaisse le dessinateur, etc., etc. On n'envoie pas des katanas comme ça. Alors, quand je dis un katana, c'est une arme qui est réellement contondante, qui peut réellement, être profondément dangereuse. Ça coupe une feuille de papier en deux. Exactement, tranchante avec lame. Parce que, évidemment, tu vas faire n'importe quel Japan Expo, tu trouves 30 000 répliques des katanas de Zoro. Mais c'est des trucs, c'est une lame comme ça. Enfin, c'est un jeu Hannibal, quoi. Ces katanas peuvent atteindre parfois dans des 10 000, 12 000 euros pour une seule et unique pièce, forgée la plupart du temps en plusieurs semaines avec pas mal de temps de repos. Justement, cette petit renouveau permet à certaines forges de transmettre encore leur savoir à des apprentis et de transmettre le savoir-faire de forgerons à d'autres personnes. C'est souvent soit les héritiers. Je vais parler d'héritiers parce que souvent c'est la famille, mais tu sais, il y a un système d'adoption souvent quand tu n'as personne dans ta famille pour pouvoir faire en sorte que le nom et que le nom du forgeron soit conservé année après année. Mais ça peut être aussi des artisans qui ont envie d'apprendre le métier et qui sont pris sous une aile d'un maître forgeron. Très souvent, ils vont avoir les tâches les plus ingrates à réaliser pendant 15 à 20 années avant d'avoir le droit réellement de produire leur propre sabre, généralement une fois que le forgeron n'est plus en âge de forger quoi que ce soit. Et à ce moment-là, le nom sera encore gardé, ce qui permet au Japon de conserver un héritage complètement vivant justement de son artisanat. Et d'ailleurs, grâce à la coutellerie justement d'artisanat issu du savoir-faire des katanas, beaucoup de cuisiniers, même français, ont commencé à s'intéresser énormément à la pratique de la coutellerie et la fabrique de couteaux au Japon. On a des très bons forgerons et des très bons maîtres couteliers justement en Europe. Mais les couteaux japonais ont ça de particulier de pouvoir couper vraiment certains ingrédients ou d'avoir un truc très spécifique. La bonne inclinaison, la bonne taille, etc. Notamment, il existe un fournisseur français, si jamais ça vous intéresse, de couteaux qui s'appelle Kamahasa. Ils ont une petite boutique justement à Paris. Et ces derniers fournissent
énormément de couteaux pour les grands restaurants japonais. Ils ont fourni d'ailleurs pendant très longtemps la totalité des cuisines de Top Chef, voilà l'émission de télévision. J'ai moi-même 2 couteaux qui viennent justement de chez eux. Le Top Chef. Ouais, de Top Chef, exactement. Mais du coup, eux, ils fournissent plein d'artisans, enfin de Ils couteaux fournissent d'artisans, des... mais c'est pas leur propre marque. Non, C'est le nom de la boutique. Voilà, Kamasa, c'est le nom de la boutique. Voilà. C'est une Ça boutique qui revend regroupe plusieurs artisans qui viennent d'un peu partout dans le Japon. Mais c'est une boutique assez réputée qui choisit ses artisans. C'est un peu un éditeur. Voilà. Ah, c'est un éditeur de couteaux. C'est un peu Un un éditeur de éditeur couteaux. Il achète tu des vois. licences. C'est un peu un éditeur de couteaux. Mais il possède aussi les compétences pour aiguiser les couteaux et les entretenir au fur et à mesure, ce qui est vraiment très important. Mais voilà, entretenir son Est-ce couteau que c'est une bonne marque, tous ça? les ans. Tous les ans. Kotai. Kotai est plutôt une bonne marque, oui. Parce que j'ai 2 couteaux Kotai que j'utilise pas du tout parce que j'arrive pas à les Mais aiguiser. c'est plutôt, terrible. ça C'est reste plutôt grand public. Vous allez reconnaître la qualité d'une lame de couteau. Si vous voulez vraiment connaître la qualité d'une lame de couteau, vous demandez à celui qui vous le vend combien de fois est-ce que l'acier a été retourné. Ça peut juger aussi à son damascus, donc aux vagues que vous voyez au sein même du couteau, et pas forcément à son tranchant direct, parce que ce qui va être très intéressant, c'est de savoir en combien de temps la lame, évidemment, s'émousse. D'ailleurs, à l'époque Edo, il y avait énormément de drama entre les acheteurs de katana et les forgerons, avec certains acheteurs qui ne savaient pas se servir d'un katana, qui venaient voir les forgerons en disant « Mais ton katana, il coupe pas, un peu comme ton poisson, il est pourri, tu vois. » Et le poisson, et le katana, quoi, moi, mon katana, il coupe pas, mais c'est juste que tu ne sais pas t'en servir. Évidemment, comme il a vendu le katana, la plupart des forgerons se sont souvent fait des zingués. Il y a aussi le contraire, hein, certains forgerons qui ont tué des clients et qui sont partis ensuite s'exiler de Kanto jusqu'au Kansai. Et c'est d'ailleurs pour ça, je crois que c'est dans le Kansai qu'il y a le plus de forgerons. C'est dans le Kanto, ils se butaient tous. C'est absolument terrible. Voilà comment est-ce qu'on conserve encore une fois un art millénaire. Vous avez eu quelques extraits vidéo que vous voyez ici qui viennent justement de reportages issus de la télévision japonaise, qui sont des reportages qui datent de 2022. Donc des reportages sur des forges Donc au à l'époque. Japon. Hein? À l'époque, après les Voilà, 2022. à l'époque, voilà, c'est ça, exactement. Eh bien, on peut encore en trouver. C'est une des grandes parties de l'artisanat japonais que le Japon veut conserver. Et là, c'est entre tradition vraiment et tradition, puisque l'aspect moderne finalement de la fabrique de couteaux, c'est, on va dire, juste l'exportation et le fait d'avoir des grandes boutiques pour le faire. Mais sinon, on n'a jamais fait mieux finalement qu'à la main pour pouvoir forger les meilleurs couteaux du monde. Voilà. Bah écoute, merci, c'était hyper intéressant. Moi, sur mon chat, les gens ils disent c'est archi passionnant. Donc, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et